En fait, il y a plusieurs attraits du métier. Il y a la partie où on va présenter des animaux au public, donc c'est le côté un peu plus, on va dire, touristique, où les gens viennent voir des animaux pour le loisir finalement. Il y a aussi un but de conservation, donc nous on présente des espèces menacées dans l'environnement, on les fait se reproduire et comme ça on garde c'est comme un réservoir génétique en fait, qu'on aurait au sein du parc animalier. Donc si un jour il y a des animaux qui sont amenés à disparaître dans la nature, nous on a ce réservoir génétique et on peut tenter de les réintroduire dans l'environnement. Donc ça a plusieurs rôles en fait, un parc animalier. Il y a plusieurs secteurs sur le parc. Donc par exemple moi ici au village de Kirikou, le matin ça va vraiment être déjà sortir tous les animaux pour que les gens puissent les voir dans leur enclos, puisque la nuit ils sont rentrés en bâtiment. Nettoyer un petit peu partout avant l'arrivée du public, comme ça les gens arrivent et tout est propre. Et ensuite, tout au long de la journée, donc ça va être soit du nettoyage, soit du nourrissage, parce qu'il y a beaucoup de gamelles à faire. Par exemple, nous on va faire sur notre secteur 80 gamelles par jour, c'est assez énorme. Et le soir, quand la journée est passée, quand les gens rentrent chez eux, nous on va rentrer les animaux aussi au chaud, au sec, etc. En fait, moi depuis que je suis tout petit, j'ai traîné mes parents dans tous les parcs animaliers. Dès qu'on partait en vacances, il fallait visiter le zoo de la région. Donc j'ai toujours voulu faire ce métier. Au début, on ne sait pas trop, quand on est petit, on veut faire vétérinaire, etc. Et c'est vrai que voilà, ça a toujours été ma passion et j'ai fait les études pour et c'est toujours resté. J'ai plein d'animaux chez moi. Alors en fait, il y a donc 4 écoles maintenant en France qui forment au métier de soigneur animalier, c'est des formations adultes. Moi j'ai fait celle de Carquefou, mais il y en a d'autres, Gramat, Vendôme. Et donc voilà, c'est une formation assez accélérée. Pendant 7 mois, on alterne stage et cours. Pendant les périodes de stage, donc moi c'était 10 semaines de stage. Donc on apprend vraiment sur le tas en fait le métier. En cours ça va être plus la partie théorie et à Carquefou par exemple c'était une semaine un thème. Par exemple une semaine sur les fauves, une semaine sur les primates, etc. En fait, c'est un métier qui devient la mode, on va dire. Du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire ce métier, notamment grâce aux émissions qu'on voit à la télé. Et les parcs, pour être embauchés, vont demander de plus en plus le diplôme de soigneur animalier. Mais t'es pas obligé, tu peux également avoir fait par exemple un stage dans un parc, ça s'est très très bien passé, le directeur ou le chef animalier est content de ton travail, et il va te dire, y a pas de souci, tu travailles bien, je t'embauche. Mais c'est vrai qu'on demande de plus en plus le diplôme. En fait, ça va dépendre pareil, du secteur, des animaux. Par exemple, à la planète sauvage, on présente des dauphins. Les dauphins, c'est vraiment des animaux spécifiques. Moi, par exemple, je ne suis pas habilité à y aller parce qu'il faut des baptêmes de plongée, etc. Ça, on ne va pas l'apprendre en cours. Donc, on va étudier vraiment une semaine vite fait les mammifères marins. Mais si vraiment j'avais voulu travailler avec les mammifères marins, enfin les dauphins par exemple, il aurait fallu que je travaille que à la cité marine. Et c'est sur le tas en fait que j'aurais appris. Comme là, moi, je vais plus travailler avec des petits animaux comme les suricates, les oiseaux, etc. C'est vraiment sur le tas que j'ai appris à m'occuper de ces animaux-là. Si je veux travailler avec les fauves par exemple, je vais aller en fauverie et c'est là-bas que je vais me spécialiser, mais c'est pas à l'école qu'on apprend ça. En fait on commence généralement quand on sort d'école par faire une saison, parce que c'est un travail saisonnier avant tout. Ensuite si ça se passe bien on peut espérer un CDI dans l'entreprise, donc là on reste à l'année, travailler à l'année. En évolution, on peut devenir responsable d'un secteur par exemple. On a plusieurs personnes sous nos ordres, on va dire. On peut devenir chef animalier, donc là on est responsable de tous les secteurs animaliers du parc. Et après il y a d'autres débouchés, comme par exemple coordinateur ou des choses comme ça, mais assez plus spécifiques. Avant tout, de toute façon, il faut être passionné. C'est un métier où on va dire on compte pas les heures, parce que si ton animal ne veut pas rentrer en bâtiment, tu es obligé d'attendre qu'il rentre, voilà, on ne sait pas trop à quelle heure on va finir. C'est un métier où on est toute l'année dehors, donc qu'il fasse beau, pas beau, voilà. On travaille aussi bien la semaine que les week-ends, que les jours fériés. Nouvel an, Noël, on est toujours là pour les animaux, parce qu'eux, ils ont besoin de nous. C'est pas un métier qui rapporte énormément d'argent non plus, faut se le dire, c'est plus vraiment le métier passion. Donc déjà, il faut avoir la passion, c'est primordial. Après, sûrement plusieurs qualités, il faut être minutieux, attentif, patient, etc. C'est vrai qu'il y a des animaux, sur le secteur village pas trop, mais on prend les éléphants ou les fauves, c'est des animaux hyper dangereux, donc la moindre erreur peut être très très grave. Le moindre oubli de cadenas ou
Ou même là on est sur un safari park, donc on surveille les fauves en voiture, qu'ils n'aillent pas trop près des visiteurs. C'est pareil, il faut toujours être vigilant. S'il y a 2 minutes d'attention, regarder autre chose, le tigre peut aller à la voiture. Donc vraiment toujours 100% dans ce qu'on fait. Après c'est pareil, ça dépend des espèces avec lesquelles on va travailler. Je pense notamment, donc ici c'est pas le cas et j'ai jamais travaillé avec, mais les grands singes où on a vraiment des relations vraiment privilégiées. Les éléphants c'est pareil, c'est vrai que moi sur des suricates ou des lémuriens, alors certes ils me reconnaissent, je pense qu'ils reconnaissent surtout la tenue, voilà. Mais si je partais et que c'est un autre soigneur qui me remplace, finalement eux ils verront pas spécialement la différence. Ça dépend des espèces en fait. Après c'est vrai que les grands singes, les éléphants, ils ont vraiment... leur soigneur ils le connaissent par cœur et c'est pas les mêmes relations. La satisfaction ultime, on va dire, c'est là il y a encore 3 jours, il y a un bébé Dick Dick, par exemple, une petite antilope qui est née. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la satisfaction, quoi. Tu arrives le matin, je sais pas, c'est dimanche matin, t'as pas trop envie de te lever, il pleut, et tu tombes sur un bébé girafe ou quelque chose comme ça, c'est vraiment le summum, quoi. C'est vraiment la satisfaction. Donc du coup dans la reproduction, il faut savoir que les parcs zoologiques participent à différents degrés de programmes de conservation d'espèces, donc de conservation d'espèces ex situ, ce qu'on appelle donc la conservation des animaux en milieu captif. Donc il y a les EEP qui est le degré le plus élevé, donc le programme d'élevage européen. Il y a des niveaux inférieurs et donc généralement les EEP concernent les espèces qui sont menacées dans le milieu naturel ou alors une population d'espèces. Donc voilà, donc on participe à ces différents programmes dont l'EEP qui est le plus élevé, comme je vous disais, et donc ces programmes ils sont gérés par une personne au niveau européen, ce qu'on appelle donc un coordinateur, et donc c'est cette personne qui gère la population. Donc c'est lui qui décide du départ de chaque individu dans tel ou tel parc, de la reproduction de tel individu, de la formation si nécessaire parfois de groupes de mâles ou de groupes de femelles pour stopper la reproduction. Et donc c'est ces coordinateurs qui gèrent l'ensemble. Donc nous on suit donc les recommandations de ces coordinateurs. Ensuite on participe à tout ce qui est la conservation on va dire dans le milieu naturel. On a l'obligation, c'est une obligation légale, de financer des programmes ou des associations, des ONG, qui participent au maintien des espèces menacées dans le milieu naturel. Donc souvent ces ONG elles participent aussi à l'aide aux populations locales et à la sauvegarde du milieu naturel, ce qui est le plus important. Avant de sauvegarder les animaux, c'est de sauvegarder leur espace. Mais par exemple chez les herbivores, on contrôle les naissances, c'est-à-dire qu'on met le mâle qu'à certaines périodes de l'année, on met le mâle avec les femelles qu'à certaines périodes de l'année, déjà pour contrôler les naissances et qu'elles arrivent au bon moment, c'est-à-dire qu'elles arrivent au printemps ou à l'été où les températures sont quand même plutôt bonnes pour éviter d'avoir des naissances en hiver qui soient extrêmement compliquées à gérer ensuite avec les températures, etc. On sait que c'est toujours mieux pour les petits et pour la mère d'arriver dans des bonnes périodes de l'année. Donc on contrôle ces naissances-là, c'est-à-dire qu'on sort le mâle qu'à certaines périodes de l'année avec les femelles. Le reste du temps, les mâles restent dans des paddocks isolés donc, du reste du groupe. Mais parfois on a des animaux qui sont ensemble tout au long de l'année et qui choisissent le moment où ils veulent se reproduire, etc. Alors oui, on a différents moyens. On a des animaux qui sont sous implant, c'est le cas de nos lionnes. Aujourd'hui, on a un groupe de lionnes qui est assez vieillissant, mais aussi dont le mâle est issu de la reproduction des femelles dont une des femelles est déjà présente sur le parc. Et puis on stoppe cette reproduction de cette espèce en lien justement avec le coordinateur qui nous a demandé d'arrêter. Et donc nos femelles sont sous implant, c'est un implant qui dure à peu près 1 an et dont on repose chaque année. Après on a d'autres types de contraceptifs, on a des animaux qui sont, pour les mâles, qui sont castrés. C'est le cas de certains mâles dans les antilopes, via l'appareil du coordinateur.
Donc c'est des individus qui étaient génétiquement peu viables. Le coordinateur nous avait autorisé donc la reproduction, mais c'était pour avoir plutôt des naissances de femelles et non de mâles, mais on ne peut pas contrôler avant. Et donc quand les mâles arrivent, du coup on les garde, et donc le coordinateur préfère castrer, c'est-à-dire que ces mâles vont rester au sein de notre groupe, mais il n'y aura pas de rivalité avec le mâle reproducteur. Et donc généralement c'est des animaux qui étaient peu viables génétiquement, ou en tout cas les femelles étaient bonnes pour la reproduction, mais pas les mâles qui étaient déjà trop représentés. Et ensuite on a à l'inverse des femelles qui sont vasectomisées. C'est le cas par exemple chez nos macaques, où on limite la reproduction de cette espèce, et donc on a certaines femelles qui sont vasectomisées. On préfère garder les mâles entiers pour garder une cohérence au sein du groupe, pour garder toute la hiérarchie et pas avoir trop de problèmes. Et donc on préfère stériliser donc les femelles qui sont donc vasectomisées. Effectivement, alors quand il y a des programmes d'élevage européens ou des niveaux inférieurs de programmes, c'est le coordinateur qui gère donc toute la génétique via plusieurs outils, dont un qui est international maintenant, qui s'appelle ISIS-ZIMS, où dont tous les parcs zoologiques enregistrent tous leurs animaux sur ce logiciel. Et donc ensuite il y a également l'ajout des parents, etc. Donc le coordinateur peut remonter effectivement assez loin quand les parcs avaient toutes les données dans les registres papier, quand on a enregistré tout le monde. Mais sinon chaque année on renvoie un rapport à chaque coordinateur sur tout ce qui a pu se passer sur cette espèce-là, chaque naissance, chaque décès, chaque transfert dont il nous avait demandé de l'effectuer, etc. Et donc c'est lui qui est garant de garder un pôle génétique dont il a l'espèce à s'occuper. Et sinon, pour les espèces qui n'ont pas de programme européen, c'est les parcs zoologiques eux-mêmes qui sont garants de garder un pôle génétique via ce logiciel justement. On peut prendre l'exemple du coati qui n'est pas en programme, mais dont les parcs zoologiques font attention avant chaque transfert de vérifier que tel animal n'est pas un descendant des animaux qui est déjà présent dans un autre parc, etc. pour garder quand même un pôle génétique viable si jamais cette espèce doit faire partir un jour d'un programme. Donc quand ces espèces sont parties de programmes d'élevage européens, c'est le cas chez les guépards par exemple, c'est le coordinateur qui décide du placement de tel individu dans telle institution, de la reproduction de tel individu avec tel individu. Alors c'est extrêmement compliqué à gérer chez le guépard, on l'a vu parce que la reproduction est très compliquée, ce qui est plus facile chez d'autres espèces, mais en tout cas c'est le coordinateur qui décide de qui se reproduit avec qui, de la formation des groupes de mâles ou des groupes de femelles dans certains parcs, etc. Mais oui, effectivement, c'est le coordinateur qui décide de tout. Alors la plupart de la reproduction en parc zoologique est faite de façon naturelle. Et maintenant, il y a eu, pour certaines espèces, de l'insémination artificielle via des prélèvements de sperme d'animaux qui étaient dans le milieu naturel afin d'augmenter le pôle génétique qui est présent dans les parcs zoologiques. C'est le cas par exemple de l'éléphant d'Afrique, où la Banque mondiale de sperme est basée aux eaux de Beauval, qui avec d'autres parcs ont financé effectivement le fait d'aller chercher dans le milieu naturel du sperme d'éléphant via donc une ONG qui s'occupait donc de la préservation de l'éléphant d'Afrique, et donc ils ont pu en récupérer lors de la pose d'émetteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas endormi un mâle éléphant juste pour récupérer le sperme, mais au moment où ils avaient d'autres choses à faire, effectivement, ils en ont profité donc pour récupérer ce sperme et créer donc une banque mondiale qui est basée à Beauval. Et donc aujourd'hui il y avait très peu de mâles éléphants d'Afrique qui étaient dans les parcs zoologiques européens et mondiaux, et donc il a fallu, pour agrandir le pôle génétique, avoir du sperme d'individus de milieu naturel. Ça se fait très peu, ça se fait effectivement chez l'éléphant d'Afrique, chez le rhinocéros, mais il y a très peu d'espèces qui ont de l'insémination artificielle, sinon tout est fait via de la reproduction naturelle.